En 1992, quand nous fûmes appelés aux affaires, avec le président Alpha Oumar Konaré, comment je sois rendu, la préoccupation très vive, j'en étais témoin, a été comment faire face à une réalité géographique physique, un pays d'1 240 000 km², avec seulement 19 communes pour administrer ce pays, une véritable gageure. C'est le lieu, pour moi, de dire encore une fois la gratitude de la nation à tous ceux qui eurent la mission redoutable de conduire l'exercice de décentralisation. Dans un pays qui n'avait, souvenons-nous, en 92, que 19 communes et qui en compte aujourd'hui 703, on peut mesurer le bon prodigieux fait. Que la brillante équipe autour de mon cadet Ousmane Sy, Olivier Donné et Yaya Magrega trouve ici le témoignage de notre grande estime et considération. Mesdames et messieurs, l'une des causes du cataclysme qu'a connu notre pays et dont il se remet lentement est la déliquescence de l'État. C'est pourquoi cette crise nous donne la redoutable occasion d'inventer un nouveau modèle malien. L'opportunité historique de refonder l'État. C'est le mandat que m'ont donné les Maliennes et les Maliens. Ma vision est celle d'un État fort. Le Mali est aujourd'hui à la veille d'un grand changement. Comme je l'ai dit partout, c'est un pays qui était dans un parcours de construction démocratique et à la recherche de son développement. Mais on est arrivé, il est survenu une crise. Et je crois que la crise doit être pour nous aujourd'hui une opportunité pour faire le vrai changement qui est attendu depuis la révolution du 26 mars. Parce que vous savez, un des objectifs de la révolution du 26 mars, c'était le changement. Et je crois que cette crise nous donne l'opportunité de faire ce changement. Et mon sentiment est qu'il y a une attente énorme par rapport au changement et que la crise a touché les Maliens au plus profond d'eux-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour mettre en œuvre ce changement, qui ne va aller que dans le sens de l'approfondissement du processus démocratique à travers la décentralisation qui avait été l'option à l'époque stratégique pour faire le changement. Pour la mise en œuvre de ce vaste chantier de changement, tant attendu pour le bonheur des Maliens, un objectif, la régionalisation dans la décentralisation. L'homme choisi à cet effet, c'est lui, Ousmane Sy, en terrain connu, premier chef de la mission de décentralisation au Mali. La mission définie, le voilà, en route avec son bâton de pèlerin pour traverser tout le Mali, de Kayi à Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, district de Bamako et enfin Kidal, délocalisé au ministère de la décentralisation, pour rencontrer ses concitoyens, élus locaux, maires, conseillers régionaux et nationaux, préfets et gouverneurs de région. Pour mener à bien cette mission, il est accompagné des membres de son cabinet, directeurs nationaux, directeurs généraux, experts techniques et financiers, certains élus de la représentation nationale au Conseil des collectivités, Assemblée nationale. Partout, le ministre et sa délégation ont écouté, analysé et expliqué le nouveau concept de la régionalisation ou la deuxième phase de la décentralisation. En attendant sa mise en œuvre,
jetons un regard rétrospectif sur les acquis et insuffisances de la première phase appelée la communalisation. L'état de lieu de la décentralisation dans la région de Koulikoro, en termes d'acquis, il faut reconnaître que nous sommes aujourd'hui à plus de 25 milliards d'investissements dans le cadre de la décentralisation dans la région de Koulikoro, et cela dans tous les domaines. Je veux parler de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, la gestion des ressources naturelles, des aménagements, et j'en passe. En termes de réalisation de projets, nous sommes à plus de 2279 projets réalisés, et cela dans tous les domaines. Il y a aujourd'hui le transfert quand même effectif des compétences en matière d'éducation, de santé et d'hydraulique. Il y a le renforcement des capacités des élus. On a aussi certaines ressources qui nous ont été transférées et qu'on arrive aujourd'hui à avoir, telles que certaines ressources fiscales. On a aujourd'hui la coopération décentralisée qui nous permet aujourd'hui de renforcer notre développement. Nous avons l'intercommunalité, nous avons aussi des accords entre nous et d'autres partenaires. C'est presque 20 ans de décentralisation que nous sommes en train de traverser. Nous ont permis d'atteindre beaucoup d'objectifs. Même si tout n'est pas atteint, beaucoup de choses ont été améliorées. Parce que les infrastructures sociales de base ont été améliorées. La couverture scolaire, sanitaire et la couverture en eau ont été améliorées pendant cette décentralisation. Et on ne pouvait pas imaginer le nombre d'écoles qu'on a aujourd'hui pour rapprocher l'école des populations. Beaucoup d'acquis, la formation des élus, des cadres. Avec l'avènement de la décentralisation, nous assistons vraiment à une gestion de proximité et à l'éveil aussi des consciences, que les populations se sentent vraiment directement impliquées dans la gestion des collectivités et les présidents des organes sont interpellés par rapport à la gestion locale. Ça, c'est un acquis qui est extrêmement important à signaler. La décentralisation, à ma connaissance, c'est quelque chose vraiment qui est déjà, on a eu les résultats très positifs aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être, si on est rentré dans les profondeurs des choses, on peut dire certaines choses qui nous manquent ou certaines choses qu'on souhaite, mais réellement, les décentralisations, dans les réponses même des décentralisations, pour moi, c'est déjà quelque chose que vraiment qu'on a eu les résultats très positifs. Sinon, le régionaliste là, je ne peux pas répondre parce que je ne connais même pas l'essence actuellement. Au niveau de la 5e région, nous avons des partenaires très disponibles, vraiment, qui interviennent au niveau des communes, au niveau des conseils de cercle et surtout au niveau du conseil régional, où avec les collectivités, vraiment, ils font d'importants investissements qui entrent vraiment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, qui est très chère au gouvernement du Mali. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier tous ces partenaires et de continuer à leur demander de nous accompagner. Les acquis sont très nombreux. D'abord, il y a les ressources humaines. Le chômage a été résorbé à partir de la naissance des collectivités. On est à 764 collectivités en République du Mali. Or, dans nos collectivités aujourd'hui, le minimum c'est 5 conseillers, 5 personnes par commune. Et au niveau régional, nous pouvons compter aujourd'hui une vingtaine de personnalités. Donc, si nous voyons alors ce premier aspect, on a résorbé le chômage. Deuxième point très important, c'est que alors l'administration a été rapprochée aux populations et les populations ont aujourd'hui en main leur destinée. Chaque niveau de collectivité prépare son plan quinquennal. Et à partir des ressources financières qu'ils génèrent à travers vraiment la TDRL et les patentes, chacun alors monte des projets qui seraient parachevés par l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement. Et aujourd'hui, si vous voyez dans nos villages, quand vous voyez un bâtiment construit en dur, quand vous approchez, vous allez voir que c'est un projet d'une collectivité donnée. C'est une école ou c'est une maternité. Ça aussi, c'est une évolution. Ça, c'est un acquis. La décentralisation, pour moi,
apporté un grand espoir à la sortie de la conférence nationale pour changer la gestion des affaires publiques au Mali. Et surtout, pour amener la démocratie et le développement à la base, auprès le plus proche possible des populations. Je crois qu'à ce point de vue, on peut être fier de ce qu'on a fait en 10 ans. Quand on m'a demandé en tant que chef de mission de décentralisation de faire le bilan, j'ai dit la décentralisation a donné un visage et une langue à la démocratie. Aujourd'hui, dans toutes les communes du Mali, c'est les populations qui votent pour élire ceux-là qui sont chargés de gérer leurs affaires. C'est un grand pas pour la démocratie. Aujourd'hui au Mali, la santé, l'éducation, l'eau sont proches des populations. Je crois que ça aussi c'est un grand pas pour la décentralisation. La décentralisation a permis la réalisation de ça. Ce n'est pas rien. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, malgré les acquis incontestables et irréversibles, même s'ils sont partiels et partiellement appropriés, le processus de décentralisation semble marquer le pas dans sa dynamique. Les élus, dans leur franc-parler, ont abordé avec le ministre ce qui était attendu de l'État, mais qui n'a pas été fait à hauteur de souhait pour la bonne marche de la décentralisation. Il s'agit du non-transfert des ressources financières et des compétences. Pour le ministre de la décentralisation, au-delà de la pertinence du sujet, couplé aux ressources limitées de l'État, la solution peut se trouver dans la bonne gestion. Bien sûr, elles ont beaucoup de problèmes parce que déjà, le Mali en tant que pays n'a pas beaucoup de ressources. Donc les transferts de ressources, les administrations centrales résistent beaucoup. Mais même par rapport à ça, moi je dis aujourd'hui, c'est de mettre plus d'efficacité à la dépense publique. Or, je suis persuadé que la proximité, faire de la dépense publique au plus proche des populations, dans les communes, amène plus d'efficacité dans la dépense publique, parce que c'est une dépense publique qui répond à des questions précises que les populations ont. Je pense même faciliter la lutte contre la corruption, parce que toute chose qui est faite proche des populations peut être mise mieux sous le contrôle des populations. Et je crois que rien ne vaut le contrôle social. Mais aujourd'hui, il y a des difficultés. Certains pensent que c'est du fait que ce sont des élus eux-mêmes qui vont vers leurs électeurs pour faire le recouvrement. C'est pour cette raison qu'il y a des difficultés. Et c'est pourquoi moi je dis qu'il faut trouver une autre formule. Nous avons des receveurs municipaux. Est-ce qu'il ne sera pas mieux de fortement outiller les receveurs municipaux pour qu'ils s'en occupent de façon véritable et venir reverser dans le compte des collectivités? Moi je pense que ça peut être un créneau. L'expérience que nous avons vécue en matière de gestion des collectivités, il y a effectivement des préalables, notamment dans l'esprit même de la décentralisation. Certaines compétences devaient être transmises aux collectivités, et notamment des compétences en matière de certains domaines qui n'ont pas totalement été faites. Il y avait également, par rapport au transfert de ces compétences, ça devait être accompagné par effectivement le transfert des ressources également, qui n'est pas fait. Donc c'est préalable, moi je pense qu'il faut aller vers ça. Essayer d'aller réellement vers le transfert des compétences et en les accompagnant par le transfert des ressources. Parce que sans ressources, il faut se dire qu'une collectivité régionale ne peut pas réellement atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. On a transféré les compétences, mais on n'a pas transféré les ressources. Sans le transfert des ressources, la mise en œuvre des compétences devient très difficile. C'est le point névralgique de tous les problèmes aujourd'hui de la décentralisation. Parce que quand on dit le personnel des collectivités est faible, c'est parce qu'ils n'ont pas de ressources pour les payer. Quand on dit la qualité du personnel n'y est pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de ressources pour payer la qualité qu'il faut pour la mise en œuvre de ces compétences-là. On ne peut pas parler de responsabilisation des collectivités territoriales si on ne leur donne pas les moyens d'exercer leur responsabilité totale sur le territoire qu'ils doivent administrer.
Nous avons toujours dit au niveau du Haut Conseil, il faudrait que l'État mette plus d'argent au niveau des collectivités. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a décentralisé et continuer à gérer l'argent à Bamako. Cela ne peut plus continuer. Il faut qu'effectivement que les ressources financières viennent à la base. Actuellement, je crois que la régionalisation va permettre effectivement que les fonds soient mis au niveau de la région et que la région soit le pôle effectivement dynamique pour conduire le développement. Donc, l'argent ne sera plus logé à Bamako, mais va être au niveau des régions. Et ça, c'est important parce que ça va développer les régions. Au cours des rencontres, des débats francs et directs avec le ministre et sa délégation ont permis aux élus, tout comme à la tutelle, de comprendre ce qu'est le nouveau concept, la régionalisation, et toutes les opportunités qu'elle offre pour le développement de la région et du pays en cette période de crise. La régionalisation, comme je dis, son objectif fondamental, c'est d'impulser le développement du territoire. Vous savez, jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup de développement à travers les secteurs. Santé, éducation, eau, énergie, ainsi de suite. Maintenant, il faut ajouter à cela le développement des territoires. Et le développement des territoires passe à travers la régionalisation. C'est-à-dire quoi plus précisément? Nous avons fait le développement prêt-à-porter jusqu'à présent. Prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on veut faire le développement de la même façon à Kaye, à Kidal, à Ségou, à Sikasso, à Tombouctou. La régionalisation va permettre de faire le développement cousu sur mesure. C'est-à-dire qu'on va faire le développement dans chaque région en fonction des réalités, des besoins de cette région. C'est ça que la régionalisation apporte en plus. Et je crois que ça, c'est bénéfique pour aujourd'hui solidifier notre pays. Parce que je crois qu'aujourd'hui, chaque Malien, là où il est, s'il sent le développement en fonction de ses besoins, je crois qu'on va sortir de ces crises répétitives et qui nous retardent, qui fait que notre pays devient instable, et partout où il y a instabilité, il n'y a pas de développement. Voilà l'espoir que la régionalisation doit permettre de combler. Nous sommes en train de faire la régionalisation dans la décentralisation, et dans un État unitaire, dans le respect absolu de l'intégrité du territoire. Nulle part, il n'est question de fédéralisme. On parle de liberté administrative. L'avenir de Kidal est obscur tant qu'il n'y a pas un accord politique avec les groupes armés qui aujourd'hui sont en rébellion vis-à-vis de l'État central. Bon, je pense que c'est une nouvelle réforme qui doit apporter beaucoup de choses parce que chaque région a ses spécificités et la mienne en a elle aussi. Donc je pense que si cette réforme est mise en place, elle pourra améliorer les conditions de vie des populations parce qu'elles prendront de plus leur destin en main. La régionalisation est une manière d'améliorer la gouvernance du pays. La décentralisation quand même a fait du chemin et maintenant pour nous il est temps de s'arrêter et de voir, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Nous attendons beaucoup, n'est-ce pas, parce qu'on nous parle aujourd'hui de la régionalisation, ce qui est un pas, n'est-ce pas, positif dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amélioration de la gouvernance locale. La régionalisation, pour moi, c'est un grand facteur non seulement de décentralisation, mais aussi de sortir de crise. Parce qu'il faut se le dire, il faut qu'on sorte de cette crise-là. Et moi, je crois que c'est une aubaine la régionalisation, et je crois qu'il est bien de continuer et de réaliser cette régionalisation. Mais même si on n'a pas ça en tête, il faut le faire. Tout développement passe par le développement culturel et social. Donc si on parle de la régionalisation, cela va dire qu'on parle d'un cadre bien précis. Et je pense qu'on a le développement plus intégré qu'au niveau national. Donc aujourd'hui, la régionalisation, c'est une opportunité puisque la région de Mopti a presque les mêmes caractéristiques. Surtout nous, la région de Mopti, c'est une zone très touristique, très culturelle, où on peut bien développer, puisque s'il s'agit de la régionalisation. Maintenant, bon, c'est une opportunité pour nous, pour essayer de bien cibler nos problèmes et nos réalités, et travailler en synergie dans toute la région pour qu'on puisse développer la localité. On vient de finir avec la communalisation, on va aller vraiment vers la régionalisation. Cette régionalisation est d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui, la région est la porte d'entrée du développement au Mali à travers des grands programmes. Donc, dans ce cadre, dans le cadre de cette régionalisation, l'État déjà est en voie de signer
des contrats plans qui vont quand même toucher des infrastructures structurantes de la région. Et en plus de ça, notre mission, c'est la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement. Et de comme fonction, la mise en cohérence des projets de développement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est au niveau de la région que vous allez avoir toute la planification du développement. C'est au niveau de la région que vous allez avoir tous les renseignements de tous les partenaires qui interviennent dans la région. On est en train de mettre un accent particulier sur la régionalisation. Et c'est cette régionalisation qui peut mettre le pays sur les rails et mettre la confiance entre les acteurs, c'est-à-dire que les privés et les élus, pour travailler ensemble afin de mettre en place des projets structurants qui permettent aux gens de travailler et d'absorber le chômage. Nous avons entamé la première phase qui était les communes et les cercles. Aujourd'hui, nous partons à la régionalisation. Ce n'est pas un fait faux, parce qu'il y avait les conseils des régions qui étaient là en train de travailler dans le cadre du développement. C'est pour éventuellement renforcer la capacité de ces régions, renforcer les ressources humaines et financières de ces régions pour qu'ils aillent aujourd'hui au vrai développement des différentes régions. Ce n'est pas uniquement la région de Kidal, c'est toutes les régions du Mali où il y aura cette régionalisation. Donc je crois que ça serait une très bonne chose et les populations vont prendre en charge leur vrai développement qui seront éventuellement la construction des routes, la construction des irrigations et ainsi de suite. Donc je crois, à mon avis, ça sera une très bonne chose. La décentralisation elle-même est un pan de la démocratie. Et vous savez, le territoire du Mali est très vaste et surtout les régions du nord ne sont pas occupées. Alors que qui dit gouvernance parle de l'occupation territoriale du terrain. Et donc je pense que c'est une opportunité donnée à la décentralisation pour être beaucoup plus renforcée et faire en sorte que l'étendue du territoire soit entièrement occupée et que la gouvernance soit améliorée. En fait, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. On a commencé la décentralisation en 1999, il y a eu beaucoup de réformes, mais je pense que celle-là certainement serait la réforme la plus achevée et qui fera en sorte que les services de base soient beaucoup plus proches des populations. Et en tant que tutelle, c'est vraiment de cette manière que je vois cette décentralisation après cette sortie de crise. Nous étions avec un État centralisé qui avait à l'époque 19 communes. Vous savez, la décentralisation, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Elle a su par rapport à la déconcentration qu'elle est participative. Donc la décentralisation par définition, elle fait participer tous les segments de la société, que ce soit les élus, que ce soit la société civile et tout le monde. Et le fait également que les populations se retrouvent pour élire leurs dirigeants est un acquis également aujourd'hui. Nous pensons que la chose communale est devenue la chose la plus vue et écoutée aujourd'hui au niveau du Mali. Tout le monde connaît ce que c'est que le maire. Tout le monde sait que les élections de proximité également mobilisent toutes les énergies. Elles sont parfois l'objet de beaucoup de participation et nous pensons qu'à ce niveau-là, au niveau des communes, chaque fois qu'il y a des élections, vous sentez qu'il y a beaucoup plus d'engouement que même les élections présidentielles parce qu'ils savent que les gens qui viennent doivent gérer leur avenir. Le conseil régional qu'on appelait l'Assemblée régionale depuis le départ avait déjà commencé ce travail en se donnant les moyens par travers certains outils de planification comme les plans d'aménagement, les schémas stratégiques de développement de filières, même un plan de formation professionnelle à travers la région. Donc cette mise en cohérence du développement à travers le niveau régional, je pense que c'est une généralisation maintenant de cette régionalisation. Toute entreprise humaine, alors il faut toujours s'attendre à des défaillances comme à des succès. Alors, quelqu'un qui serait bien à la tête, alors qui va penser au développement régional, cela va sans dire que alors, ce nouveau concept fasse vraiment alors, un grand tollé dans le sens positif. Mais si jamais il prend la couleur politique, essayer de marginaliser certaines localités par rapport à un autre électorat, en ce moment, alors ça ira à la dérive.
le concept de la régionalisation bien compris. Les débats ont aussi permis d'attirer l'attention des élus sur quelques exigences fondamentales de la décentralisation, à savoir le respect des textes et des lois, mais aussi les droits et devoirs des élus vis-à-vis des citoyens, ceux-là même qui les ont élus au nom de la redevabilité. Pour le ministre, cela est une exigence fondamentale pour la bonne marche de la nouvelle gouvernance. Il faut que les élus locaux le comprennent bien, que la décentralisation est régie par des textes, et ces textes, ils ont obligation de les respecter. Je crois qu'il faut qu'ils aient cette prise de conscience, qu'ils aient une bonne connaissance des textes. Il faut qu'ils rendent compte aux citoyens, ce qu'on appelle la redevabilité. Et c'est peut-être ça qui amènera même les citoyens à leur donner plus de moyens pour qu'ils puissent faire leur travail. Je crois que ça vraiment c'est des messages forts que moi j'ai en direction des élus, et aussi à leur dire, bon, si on veut un système performant, il faut aussi se soumettre à la sanction. La sanction positive quand on fait bien son travail et la sanction négative quand on fait mal son travail. Les élus dans cette deuxième phase-là vont devoir montrer que le fardeau qu'ils ont demandé, la charge qu'ils ont demandé d'assumer, ils sont en capacité de le faire. Et ils vont monter en puissance progressivement pour que les ingénieurs ou les techniciens qui sont mis à leur disposition, ils puissent les utiliser dans les meilleures conditions possibles et rendre compte à la nation. Donc, moi je pense que les tournées qui viennent d'être faites, c'était de diffuser l'information et à demander, c'était une sorte de revue de troupes pour que tout le monde se tienne prêt au jour J, quand les textes vont sortir de l'Assemblée, on dise, bon, voilà, vous avez sollicité, vous avez demandé, vous êtes battu pour que ces pouvoirs régionaux, ces pouvoirs locaux vous reviennent, et bien maintenant assumez-les, parce qu'on l'assume, et il y a la sanction. Il y a deux sanctions. Il y a la sanction administrative et il y a la sanction politique. Tous les textes relatifs à la décentralisation, à la régionalisation, qui vont être élaborés par le ministère, vont passer par l'Assemblée nationale. Il faudrait que nous soyons suffisamment imprégnés par rapport aux préoccupations des uns et les autres à la base pour être vigilants